Voilà, Ouais, c'est bon, impeccable. ce que tu peux faire après, on peut faire un plan plus serré sur les gens qui sont devant. Et un plan peut-être sur Le truc marché, là. là. Je laisse bien tourner. Donc, ça tourne. Bon. Ah, c'est bien ça. Faire On va prendre des piliers là. C'est ça. Prendre en détail prendre les deux lustres avec, voilà, avec la colonne. le soleil, c'est pas bon, hein. Ça arrive. Bon, pour l'intérieur. C'est bien, c'est bien. Comme ça, après, c'est bien. Tiens, 10h30. Et demi? Ouais. Et donc, voilà. Allez prendre la lumière là-bas. Le fromage. Oui. C'est Ah, c'est mieux. c'est vrai. C'est comme ça.
Allez, passez. Gli spentano non devono trasparire. Il faut le de repas. Ouais, t'en fais, ça. Ouais. C'est un peu de différent. En fait, c'est quoi c'est bon. On y va? Merci. Ah, le travail. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, en effet. Ah, Il fait le tour. Merci. Ainsi, monsieur le député européen, monsieur le sénateur, messieurs les députés, mesdames et messieurs les présidents d'associations diverses, qui me faites l'honneur d'assister à cette réunion, permettez-moi tout d'abord, en accueillant Jacques Chirac, maire de Paris, candidat à l'élection présidentielle, de lui dire tout l'honneur qu'il fait à la ville de Narbonne d'être venu jusqu'ici et lui dire que la ville de Narbonne, par ma voix, par la présence de mon collègue et ami Jean Courtet, son adjoint, est heureuse de l'accueillir. C'est un ami de mon César, qui était à Lézignan, mais Narbonne manquait, et je crois que c'est un hommage que tu rends. Un hommage à cette ville qui fut en 1971 avec Castelnaudary une des premières à quitter le joug socialiste et qui depuis se maintient dans la famille libérale. Le temps qui nous est imparti ne permettent pas de faire visiter la ville. Je vais la présenter rapidement. Narbonne est une vieille ville romaine, mais c'est une ville moyenne maintenant, très active et très dynamique, un peu plus de 47 000 habitants, ville moyenne comme Carcassonne. Une ville carrefour, carrefour depuis les temps immémoriaux, carrefour
de notre époque, carrefour de demain, et c'est avec beaucoup de plaisir que ce matin, les Narbonnais, les Carcassonnais aussi, ont lu dans la presse la position de Jacques Chirac en faveur du TGV qui passera à quelques encablures et qui comportera ce carrefour. Narbonne est une ville qui croit en son avenir, qui s'est dotée des équipements nécessaires à une ville moyenne, équipements sportifs, équipements culturels, équipements structurants aussi. Nous avons ce qu'il faut, les zones industrielles. Il nous y manque maintenant peut-être les activités, mais je suis certain que dans les années qui viennent, ces équipements trouveront leur plein emploi grâce, je me permets, au dynamisme que seront, à cette fin de siècle, des années Chirac. Je ne vais pas être plus long. Il y a autour de cette table beaucoup de représentants des personnes du troisième âge, mais le troisième âge je pense très tôt maintenant, donc il y a beaucoup de jeunes aussi. Et je voudrais dire que cette réunion doit permettre de présenter dans ce secteur le projet. Il y a déjà, autour de la candidature de Jacques Chirac, un fort engouement des jeunes, parce que les jeunes se reconnaissent dans les propositions qui sont faites, se reconnaissent dans les projets présentés, mais nous avons ici les parents ou les grands-parents de ces jeunes. Et il faut que ces parents et ces grands-parents soient eux aussi partie prenante de ce projet et aussi entraînés par le projet de Jacques Chirac d'une France. On abordera, si vous le voulez bien, les problèmes spécifiques aussi aux retraités, les problèmes de la dépendance et des maisons médicalisées, des problèmes d'animation, de sécurité, du troisième âge. Mais c'est un vaste débat et là, je ne vais pas monopoliser la parole. En terminant, si tu le permets, je t'offrirai quelques livres si on me les porte. Ah, c'est après. Donc, je les donnerai après parce que je ne les voyais pas autour, mais j'étais un peu gêné. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je passe la parole à Jacques Chirac en le remerciant encore de sa visite à Narbonne et en souhaitant que les jours qui viennent nous permettent de poursuivre sur le chemin qu'il a choisi et de faire triompher la France, une France pour tous. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier celles et ceux qui sont responsables d'associations. Je sais que les associations jouent un rôle de plus en plus essentiel dans notre société, ont accepté notre invitation pour un dialogue concernant les problèmes touchant à la retraite et à ce qui se passe après la retraite, et donc à la vie en règle générale et à la place dans la société qui doit être celle de nos aînés. Donc je vous remercie toutes et toutes très chaleureusement en vous priant d'excuser un peu le retard, mais on ne sait jamais exactement avec un avion à quelle heure on part et à quelle heure on arrive. L'avion est un moyen de transport rapide pour gens pas pressés et on arrive souvent avec retard. Je voudrais remercier chaleureusement mon ami Alain Madal, premier adjoint à Narbonne, et remercier pour son rapide tour d'horizon d'une cité que je connais bien et que j'admire beaucoup, lui demander aussi de présenter au maire de Narbonne mon bien cordial souvenir et mes amitiés. Je voudrais remercier ceux qui ont organisé tout cela, au premier rang desquels mes amis Raymond Chézard, bien entendu, qui défend, je tiens à le dire en passant, au Parlement européen avec toute l'ardeur qui est la sienne et le bon sens qui lui appartient, non seulement les intérêts de la France, de soi, mais également dans un certain nombre de domaines, ceux qui touchent plus particulièrement cette région. Et remercier aussi Daniel Arata. Je remercie de leur visite nos deux parlementaires voisins des Pyrénées-Orientales, Paul Alduy et André Bascou. Je veux pas Paul Alduy, pardon, Paul Blanc et André Bascou. Et je les remercie. Ça va, je crains le pire. Je suis sensible au fait qu'il se soit déplacé
Je souligne cela parce que la présence sur ces sujets touchant aux retraités, touchant aux personnes plus âgées, sont des sujets qui doivent mobiliser notamment les parlementaires. Plus les parlementaires sont conscients de ces problèmes, et mieux ça va. C'est pourquoi je remercie tout particulièrement 3 parlementaires qui, à ma demande, sont venus participer à cette réunion, bien que n'étant pas de la région. Pierre-Rémy Houssin, qui est à la fois député et président du Conseil général de la Charente, peut peut-être se lever un instant pour que les associations le voient, qui est accessoirement le député du Cognac, mais également le président du Conseil général de la Charente, et qui est un spécialiste des problèmes des personnes âgées au Parlement. Gérard Léonard, qui est député de la Meurthe-et-Moselle, et qui est également spécialiste notamment de tous les problèmes concernant la protection et la sécurité des personnes âgées. Et enfin, Daniel Garrigue, qui est député de la Dordogne, et qui est également un spécialiste de ces problèmes. Et j'ai pensé qu'il n'était pas mauvais qu'il soit là, tant pour ceux qui les entendront que pour ceux qui seront, le cas échéant, susceptibles de le dire, mais surtout parce que ce sont parmi les moteurs au Parlement des réformes qui sont à envisager dans ces domaines. Voilà, alors maintenant, si Alain Madal le veut bien, nous pourrions commencer le débat et je vais lui rendre le micro pour qu'il assume la présidence de notre réunion. Bien. Alors, nous avons 1h10 à peu près. Il y a autour de la table beaucoup de représentants des associations. Je remercie bien sûr les Narbonnaises et Narbonnais qui sont venus, mais aussi ceux qui sont venus de Montpellier, de Carcassonne, parce que c'est important, et pour eux et pour nous. Alors je crois qu'il faudrait peut-être que quelqu'un commence par une petite synthèse. On pourrait commencer. Monsieur le Président, permettez-moi d'anticiper. Délégué départemental des retraités, ancien syndicaliste, je me dois de vous faire connaître leur préoccupation et savoir dans quelle mesure elles pourraient être satisfaites. Elles concernent notamment le rattrapage du pouvoir d'achat des retraités qui régressent d'année en année, et notamment en 90 et 91. Le taux de la pension de réversion qui devrait atteindre par étapes 60%. La dépendance des personnes âgées et leur maintien à domicile. L'attachement au système des retraites par répartition, éventuellement complété par une épargne retraite garantissant l'érosion monétaire. La déduction de la CSG des revenus imposables. La réorganisation de la sécurité sociale en séparant le régime vieillesse liant cotisations et prestations et le fonds de solidarité qui doit être à la charge de l'État. Enfin, la représentativité des retraités dans les organismes sociaux, sécurité sociale, conseil économique, chasse gardée des syndicats en particulier. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Très bien, merci Monsieur le Président. Ça a été très rapide, très succinct. Je pense qu'il y a déjà 4 ou 5 questions. On peut y aller? Oui, c'est la même chose. Je restais sur le même sujet là. Je voudrais vous présenter, vous dire que nous sommes ici au nom de la coordination régionale des associations de retraités, qui regroupe 4 grandes fédérations de retraités: la Confédération nationale des retraités, la Fédération des veuves civiles, la Fédération nationale des associations de retraités et l'Union française des retraités. Nous sommes l'émanation du bureau de liaison des organisations de retraités au niveau national, qui regroupe 2 millions de retraités. En ce qui nous concerne, nous, dans la région, nous représentons 200 associations sociales, aussi bien nationales que régionales, et plus généralement, que les retraités puissent avoir accès aux 32 organismes dont je viens de vous parler. Et enfin, nous vous demandons que lorsque vous serez président, vous veillez à faire participer les représentants des retraités à toutes les négociations ou consultations sociales qui mettent en jeu leurs conditions d'existence. Je pense
Un seul exemple, il va y avoir en vigueur dès le 1er mars ou le 1er avril le carnet de mon voisin qui va vous parler de la dépendance des personnes âgées. Monsieur Rouquette. Oui, je suis Guy Rouquette, administrateur de l'AFDAR, la Fédération nationale des associations de retraités à Paris, et je suis ici en tant que représentant de la coordination régionale, même titre que mes collègues ici. Donc, il m'appartient de vous parler de la dépendance. La position de la coordination concernant la couverture du risque de dépendance s'intègre dans le cadre des valeurs concernant les personnes et les services définis par le CNRPA, dans un document du 2 juillet 1993 en vue de la création d'une prestation de dépendance, et auquel elle adhère sans restriction. Le risque de dépendance doit être intégré dans la couverture sociale des personnes au même titre que le risque maladie, ce qui élimine la mise en œuvre de l'obligation alimentaire et de la récupération sur succession. Nous recommandons que la prise en charge de ce risque soit décidée aussitôt connus les résultats de l'expérimentation en cours sur la base d'une norme nationale d'évaluation mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire au plus proche des intéressés et avec possibilité de recours. La coordination des soins et services requis par l'état des personnes doit entrer dans le cadre de cette prise en charge. Nous considérons que le financement de ce risque doit faire appel à une cotisation sociale assise sur une base large, le tout ouvrant droit, comme c'est le cas pour l'assurance maladie, et mettant ainsi en œuvre la solidarité nationale, auquel les retraités veulent bien participer, évidemment. Mais nous sommes attachés à ce que la gestion en soit confiée à la Caisse d'assurance maladie, tout en constituant un fonds indépendant ne pouvant avoir d'autre usage que l'aide à la dépendance. La coordination demande que le CNRPA et les CODERPA soient associés à l'établissement et à la mise en place des modalités d'application, ainsi qu'au contrôle de ces résultats pendant l'expérimentation, et ensuite que les représentants des retraités et personnes âgées participent à la gestion du fonds ci-dessus. D'autre part, nous demandons que soit établi un guide de la dépendance à l'usage des personnes concernées, de leur famille et de tous les intervenants spécialisés ou non appelés à les aider. Enfin, nous pensons qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que tout doit être fait pour éviter la concrétisation de ce risque. En conséquence, nous recommandons soient poursuivis et intensifiés les travaux de recherche et la prévention concernant les maladies invalidantes. Merci. C'est Madame Lougaret. Je représente ici la Fédération des associations de veuves civiques. Et je vais aussi continuer à vous donner une grande idée sur les sujets qui concernent les retraités. Alors, nous demandons aux candidats de s'engager à revaloriser d'urgence les pensions les plus basses. Vous savez qu'1 500 000 retraités ne vivent qu'avec moins de 3 300 francs par mois. Les pensions de la sécurité sociale ont perdu 3% de leur pouvoir d'achat en 10 ans et celles des cadres près de 6%. Ces chiffres suffisent pour démonter l'image d'un anti que la presse confère à notre catégorie. D'autre part, nous demandons à revenir dès fin 1995 à l'indexation des pensions sur les salaires nets. Pour l'instant, il est prévu qu'ils sont désormais alignés pendant 5 ans sur la progression de l'indice des prix. Et cela ne nous convient pas. Nous demandons que la loi pose le principe de l'alignement des pensions sur les salaires nets, quitte à accepter, en raison des difficultés économiques, cet alignement pendant l'année 1995. D'autre part, nous demandons, et c'est surtout une revendication des veuves, à porter rapidement la pension de reversion à 60% et surtout à supprimer les conditions de ressources réglementant son attribution. Le système du cumul est un système parfaitement injuste, puisqu'une retraite est le fruit d'une contribution commune des deux époux et que seul le régime général de la sécurité sociale applique cette pratique restrictive. D'autre part, nous voulons vous rappeler le fort mécontentement qui a suivi les récents accords à GIRC qui ont diminué les pensions des cadres en 1994 en diminuant les avantages sociaux, majoration pour les familles nombreuses et pensions de reversion. Enfin,
nous voudrions que la majorité des salariés qui ont le droit de déduire de leurs revenus imposables les cotisations qu'ils paient pour leur assurance complémentaire maladie ne perdent pas ce droit justement au moment où ils passent à la retraite. Voilà, Monsieur le Président, l'essentiel de nos revendications. Terminé, Monsieur Châtelet. Terminé par le quatrième volet, qui est la défense de la répartition. Les retraités n'ont aucune raison d'être opposés au fonds de pension, à condition que ces derniers soient réglementés. Je n'ai pas compris. Je dis les retraités n'ont aucune raison d'être opposés au fonds de pension, à condition que ces derniers soient réglementés de façon telle qu'ils ne fassent pas courir aucun risque au système par répartition et à leur rendement. L'analyse de la proposition pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne sont pas à leur avis suffisantes pour assurer à ces régimes un rendement satisfaisant à moyen et long terme. Si cette proposition de loi dont nous retrouvons l'esprit était maintenue par le futur président et son gouvernement et adoptée par le Parlement, son application aurait pour conséquence inéluctable l'effondrement au cours de la décennie à venir des régimes complémentaires à Argir et Arco, dont bénéficient les cotisants je m'excuse, car compte tenu des exonérations fiscales substantielles dont bénéficieraient les cotisants à ces fonds de pension, le basculement progressif du financement des retraités complémentaires au profit de leur capitalisation collective et au détriment de l'actuelle répartition. Nous demandons en conséquence qu'en dépit des fortes pressions qu'exercent les puissants groupes financiers en faveur de la capitalisation, on n'instaure pas de fonds de pension d'entreprise obligatoire faisant appel aux cotisations des salariés tant que n'auront pas été prises les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement futur des régimes de retraite par répartition. Nous demandons également que les fédérations nationales de retraités indépendantes des syndicats soient associées à toute réflexion et projet concernant un sujet aussi sensible. Je vous remercie. Très bien. Merci, monsieur. Je crois qu'il y a eu tout un volet de questions. On pourrait en terminer sur les retraites avec les retraités agricoles, puisqu'il y a monsieur Devic, président de la Fédération départementale des retraités agricoles, et on pourrait balayer. J'ajoute que, vous l'avez remarqué vous-même, ce sont plus des questions à un ministre qu'à un futur président de la République. Enfin, il répondra quand même. Bon, personnellement, ce n'est pas au futur président de la République que je m'adresse, c'est à l'ancien ministre de l'Agriculture, qui a beaucoup fait pour nous et nous n'avons pas la mémoire courte. Nous sommes devenus, ceux qui avons fait de l'agriculture française la première d'Europe, la deuxième du monde, les exclus de la nation. Je voudrais que dans cette salle, il y ait quelqu'un qui m'explique comment on peut vivre avec une retraite forfaitaire de 1360 francs 91 par mois, auquel s'ajoute bien entendu la retraite proportionnelle, qui peut être 15. Pour un couple de retraités, 4096 francs 82 par mois. Il y en a beaucoup, je ne les citerai pas, qui n'ont jamais cotisé, qui n'ont jamais rien fait pour la France et qui touchent plus. C'est tout. Pour deux exportants ayant contribué, ça je l'ai dit, en France, 10% des retraités ont moins de 2000 francs par mois. Et 10% plus de 11 000. La moyenne étant de 7 006. Je me l'a contesté tout à l'heure, il se peut que ce soit peut-être un peu moins. Chaque fois que les retraites sont augmentées, soit au 1er janvier ou au 1er juillet, avec un pourcentage variable, l'écart se creuse entre les nantis et les autres. Les anciens exportants ne vous demandent rien, monsieur le candidat. Nous voulons simplement que dans notre République, je n'ai pas encore entendu parler des retraités et des personnes âgées par les présidentielles. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir pensé à nous, 11 millions, c'est-à-dire un peu plus du quart du corps électoral. Ça, je crois qu'il faut s'en souvenir. Et la représentation qui peut atteindre 70 voire 75%. L'indexation des pensions de retraite sur les salaires nets, là aussi, ça me paraît évident. On parle trop souvent, je crois que je reprendrai ce terme. Enfin, la dépendance. La dépendance, et je crois que Madame l'a parfaitement souligné, il n'y a pas de dépendance des personnes âgées qui soit fondamentalement différente de la dépendance de dépendance. Une nation doit se donner les moyens de sa sécurité pour l'ensemble de ses enfants. Et surtout qu'on n'objecte pas le coût des mesures, parce que les milliards, on en a trouvé. On en a trouvé pour... Le projet de loi concernant la représentation dans les différents organismes
et également un autre projet de loi organique qui, lui, concernerait des CNRPA à l'UNESCO le 25 janvier, est revenu sur cette déclaration en disant qu'elle regrettait et qu'elle demandait aux associations de refaire l'association pour le travail. Or, ce qui est gênant actuellement, c'est que les commissions des affaires sociales, pour pouvoir insister sur ce que j'avais dit, et j'ai eu des réponses, une de monsieur. De m'interrompre, si je dis, ou de répondre à tel point particulier. Alors d'abord, pourquoi nous avons besoin aujourd'hui de porter sur l'ensemble? C'est parce que l'on sent bien aujourd'hui qu'il y a profondément un pacte social qui unit les Français au-delà des générations. Et que chacun apporte dans notre histoire sa pierre. Mais chacun est par définition solidaire de la pierre qui a été apportée par ses aînés. Catégorie dans laquelle il figurera à son tour. Et par conséquent, il y a là, je dirais au nom du pacte social, du pacte républicain qui est le nôtre, une grande exigence de solidarité. Nous ne pouvons pas accepter, je dirais, des oppositions qui ne seraient pas justifiées ou qui seraient amorales. Il n'y a pas les jeunes et les vieux dans une nation. Il y a les citoyens. Et la troisième raison, c'est que cette catégorie, on le voit aujourd'hui, n'est plus du tout homogène et qu'elle doit être considérée comme devant ou pouvant apporter sa marque, sa pierre dans la société. Très nombreux sont les jeunes retraités qui pourraient être extraordinairement utiles en raison de leur expérience et qui seraient volontaires pour être davantage associés à la vie, ceci allant depuis le travail en association jusqu'à l'enseignement, le tutorat dans les entreprises, toutes sortes d'activités qui marquent d'abord la solidarité entre les générations et qui seraient extrêmement utiles, notamment à nos jeunes, qui trop souvent n'ont plus toujours les valeurs ou les références qui s'imposent, valeurs ou références qui pourraient leur être transmises pour peu que les choses soient bien organisées par leurs anciens. Et donc, je le répète, tout ce qui crée une fracture, une coupure entre les jeunes et les vieux est à la fois immoral et mauvais pour la nation. En clair, je pense que les anciens, les personnes d'âge, appelez comme on voudra, il n'y a rien de péjoratif dans aucun mot, ont leur place au cœur de notre société et non pas à ses marges, comme on a un peu tendance, au fond, à le croire aujourd'hui. Et c'est pourquoi je parle d'un regard nouveau. Alors, ça me conduit à une première question qui a été évoquée, je dirais, pratiquement par tous les intervenants, et qui est la représentativité. Moi, je suis tout à fait favorable à cette représentativité, non pas du tout pour donner quelques postes à quelques personnes, mais tout simplement pour recentrer les personnes âgées dans notre société, pour les recentrer, et qu'elles se sentent à la fois partie prenante à la vie, à l'expérience collective, qu'elles sentent que tant qu'elles ne sont pas dépendantes, tant qu'elles ne sont pas marquées par quelque incapacité, elles restent et font partie des forces vives de la nation. Alors, il y a eu
effectivement, je dirais, une sorte de cafouillage législatif. Il faut revenir sur ce point. Il est normal et légitime d'associer les représentants des personnes âgées. Cela doit se faire au niveau du Conseil économique et social, dit très clairement. Et cela doit se faire au niveau d'un certain nombre d'organismes. On a cité 32, je ne sais pas si cette liste, c'est pas un problème.